Arrivé à la frontière, ils m'ont dit bah, écoutez, voilà, étant donné votre conduite, il y a deux solutions. Ou vous passez avec tout en Allemagne, ou vous restez en France. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, comme je n'étais pas encore absolument persuadé de tout ce qu'ils me racontaient, bon, je trouvais bien qu'il y avait des points communs que sur certaines idées de la vie, sur certaines idées de la société. Mais enfin, les Allemands, c'était quand même les Allemands. Rien à faire. Alors, j'ai pensé qu'un petit voyage en Allemagne pourrait me permettre de ramener des renseignements, puis je me débrouillerais bien pour repasser la frontière. Et j'ai dit oui, je passe avec vous. Je passe en Allemagne avec vous. Comment ont-ils fait? Comment s'y sont-ils pris pour un pays qui était en 1933 à genoux et qui en 1940 nous fout une raclée monumentale? Jusqu'à la fin, nous avions de l'espoir. Pour nous, c'était impensable. Il y aurait un redressement. Quand c'était sur la Loire, on pensait qu'on arrêterait les Allemands sur la Loire. Pour nous, nous étions également élevés, nous avons été élevés dans un patriotisme incandescent. Et le soir, à la télévision, à la radio, on entend le maréchal Pétain. Bon, mes pensées vont vers nos réfugiés, vers nous également. Il parle de tous les malheurs de la France. Et c'est le cœur brisé que je vous dis, qui vous tentez de cesser le combat. Voilà, bon, on s'est mis à pleurer. Pendant qu'il racontait ça, on entendait les chars d'assaut qui arrivaient sur les boulevards. Et le drapeau allemand flottait déjà sur la Tour Eiffel et sur l'Arc de Triomphe, pour dire dans quel état était la France. À l'époque, les gens qui étaient épouvantés s'en allaient et ont provoqué cet exode qui a causé pas mal de victimes. Un défilé incroyable de soldats. La différence par rapport aux soldats français, ils étaient propres, nets, rasés. Ils avaient tous des bonnes têtes. J'ai donc un chien pour des gens qui mangent des gersas depuis des années, ils se portent pas mal. Et même certains groupes marchaient en chantant. Ah, je dis non, c'est pas possible, pourquoi ils chantent? Ils se foutent de nous. Il dit non. Je dis mon père, c'est tradition dans l'armée allemande. Avant la guerre, les questions politiques ne m'intéressaient pas, je regardais ça de très loin. Il y avait une chose à laquelle je pensais, je voulais être militaire, si possible officier, et mon objectif c'était de participer aux opérations coloniales. Je suis né le 17 mai 1920. Mon père était officier, devenu officier pendant la guerre, d'une famille de paysans. Et ma mère aussi, c'était une famille de paysans. En 1931, alors mes parents me décident de mettre au Britannique militaire. Je m'engage, je devance l'appel, je fais les pelotons et j'essaye de faire Saint-Mexan. Cet engagement, c'était le 4 août 1939, un mois avant la guerre. Alors, le gars revient avec ses stupédies, mais Berthas dit donc, là, vous êtes engagé pour la durée de la guerre, alors la guerre est finie, bien, vous pouvez rentrer chez vous. Moi, je me dis, qu'est-ce que je vais foutre maintenant? Moi, je ne savais pas quoi faire, j'avais aucune...
qu'est-ce que je vais faire dans le civil? Puis il y a un type qui vient me voir, qui me dit, mais t'emmerdes pas, Berthaz. Et il y a les mouvements de jeunesse qui recrutent à l'heure actuelle. Et puis des types comme toi, on serait bien content de les avoir. Alors je dis, bon, tu dis-moi où je vais me présenter. Je suis reclassé 3 mois au service de distribution des viandes. Bon, c'était un emploi réservé pour faire durer le temps, toujours avec ma solde de sergent. Comme j'étais un aspirant et instructeur aussi, on m'a demandé de bien vouloir faire l'instruction des francs-gardes de la milice de la Haute-Savoie. Alors j'ai dit, bon, j'accepte. Et puis j'apprends d'un seul coup qu'il y a une école de la milice des cadres à Uriage, et que là-bas, on continue à former des cadres pour une future armée. Je suis né le 15 juillet 1926 à Nice. Je fais partie d'un milieu populaire, disons, de gens qui travaillent naturellement, de travailleurs. Mon père était boulanger et de nationalité italienne, mais installé à Nice depuis 1898. Il est venu à Nice à l'âge de 12 ans. Nous étions 3 frères, 2 sœurs. Moi, j'étais le cadet des frères. J'ai fait l'école primaire et puis secondaire jusqu'à 16 ans. Et j'ai commencé un travail dans l'optique en tant qu'apprenti. Dans les années après la défaite, je m'étais engagé avec d'autres amis, d'autres camarades, dans les jeunesses populaires françaises, qui étaient les jeunes du mouvement doriotis de l'époque. Je suis né à Paris en 1926. Mes parents étaient italiens. J'étais français de naissance, mais je me suis senti italien. Bien que mon père ne m'ait jamais influencé concernant questions politiques, il m'a toujours recommandé de respecter la nation dans laquelle nous vivions, dans laquelle j'étais né, et dans laquelle nous vivions. Chose que j'ai toujours fait. Enfin, mon sentiment était surtout italien. Pendant les années scolaires, il y avait un collège qui était dirigé par des prêtres. Et je me souviens qu'il y avait un certain abbé Maya, dont j'ai encore les photos, qui continuait tous les jours à faire de la propagande anti-italienne, anti-allemande, mais surtout anti-italienne. Il y avait une hostilité qui était arrivée au point que j'allais en bicyclette à ce collège. Et un jour, je me suis retrouvé avec les boulons de la roue avant de ma bicyclette qui était dévissée. C'était en pleine descente. J'aurais pu avoir un accident. Mais c'était des réactions qui avaient été créées par cette ambiance durant les leçons qui étaient tenues vers cet abbé Maya. Enfin, cette atmosphère qui se créait petit à petit vis-à-vis des Italiens m'avait porté un petit peu à une certaine rébellion, voilà. Je me suis inscrit au parti fasciste de Paris, italien, en 1943. Je suis né en 1924 dans une famille un petit peu spéciale, en sens que mon père était un invalide de guerre à 100%. Il avait été blessé en 1914, déjà sur le front de l'Isonzo. Je suis allé à l'école publique, à l'école et également au catéchisme. Rien, puis tout à fait normal, un gamin normal. J'ai continué tranquillement mes études, bon, mais il a fallu les abandonner parce que mes parents, qui étaient de petits rentiers, le revenu, il ne bougeait pas. En 1939, on vivait gentiment, mais en 1942, 41, 42, et oh, le coût de la vie grimpait et les revenus étaient toujours les mêmes. Il ne pouvait plus m'entretenir. Alors, bon, à la sortie de mon école professionnelle, j'ai recherché du travail. J'ai retrouvé du boulot. C'est les ouvriers qui manquaient, c'est pas le travail à cette époque-là. Et il y avait
plus de 2,5 millions de Français qui étaient prisonniers. L'État français avait décidé que pour aider l'agriculture, les jeunes, au lieu de faire un service militaire, allaient faire un service civique rural, c'est-à-dire donner un coup de main dans les exploitations agricoles, et qui étaient importantes parce qu'il y avait que ça pour nourrir le pays. Hein. C'était une vraie vie d'abruti, hein, une vraie vie d'abruti. J'avais commencé vers 6 h du matin, on finissait vers 10 h du soir à peu près, le boulot. Travailler, manger, dormir, c'est tout, pas plus. Mon père me disait simplement, quelle que soit l'issue du conflit, tu travailleras pour gagner ta vie. Pense à ta formation professionnelle. On n'a pas oublié une chose, je ne pouvais pas quitter le service rural et me faire embaucher dans une entreprise française. Ça n'a pas marché. C'est impossible, c'est certain. J'ai trouvé, je ne sais pas trop comment, peut-être dans un journal ou autre, qu'on cherchait des ouvriers pour les travailler sur les côtes. Parce que les côtes françaises étaient une zone interdite. Alors, j'ai été travailler sur les côtes comme électricien, très bien, un petit groupe, sympa. C'est là où dans l'organisation TOD. C'est là où j'ai vu ce qu'était que l'organisation TOD. À part l'uniforme et les armes, ce sont des gens des travaux publics. Avec mon cousin Germain, j'étais à Lyon en pension au Chartreux, début 41, je crois. Ça a été un mouvement de jeunesse, la JFOM, sous l'égide du maréchal. Le maréchal nous voilà pour la Révolution nationale, où la JFOM est devenue l'avant-garde de la milice. Bon, là, c'était un processus normal, mouvement de jeunesse. Je suis parti pour rejoindre la franc-garde permanente. C'est là mon père m'a foutu une raclée, hein. Face à ces dangers de désagrégation et de mort, la France, sans armée ni marine, ne doit pas, pour son honneur comme pour sa sécurité, compter sur le bras de l'étranger. La milice française a pour première tâche de sauver la France du bolchevisme. Et là, ça a commencé le combat de propagande, de lutte d'inscription sur les murs. Bon, avec moi, j'avais tous des jeunes depuis l'âge de 15-16 ans, des jeunes de l'avant-garde de la milice. Au fur et à mesure que la résistance s'est développée, il y a eu un durcissement des mouvements, aussi bien mouvements de jeunesse que mouvements politiques collaborationnistes. Il y avait les premiers morts. Donc j'ai un bon ami qui était, la veille encore, on faisait de la lutte avec lui. Il prenait le train tous les jours, il venait d'Aix-les-Bains, il descendait à la gare de Chambéry, et après il se rendait au siège de la milice. Et là, il y en a un qui, par derrière, un FTP, qui l'a envoyé une balle dans la nuque, qui l'a tué. Alors, ça a été le premier mort. Et nous, évidemment, nous sommes devenus également de plus en plus, fanatisés. Je m'en foutais pas mal des bolcheviks, moi. Comme j'avais mes brevets, mais les Allemands m'ont réquisitionné. Je me suis retrouvé à Berlin. Et j'ai appris l'allemand donc en Allemagne. Je voulais savoir, parce qu'on disait que les Allemands ils bouffaient les petits enfants tout crus. Je voulais savoir si c'était vrai. Et j'ai vu que les Allemands étaient des gens très disciplinés, qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre un ouvrier allemand et un ouvrier français. Surtout que j'avais été bien traité. Le gars avec qui je travaillais, c'était un vieux social-démocrate de la vieille école, Otto Ziegler, je me rappelle de son nom, qui s'est conduit avec moi comme mon père, mieux que mon père. Un camarade et moi sommes appelés au service du travail obligatoire, partir en Allemagne. Oh, bon. Alors évidemment, grosse frayeur de la famille, épouvantable. Les Boches ils vont te manger tout cru, et puis là-bas, c'est pas possible. Pour pas trop contrarier la famille, eh bien, je suis parti dans un maquis qui était en formation dans les Alpes, dans la chaîne de Belledonne. Pas de logement dans des baraques ou absolument pas, ou toujours sous la tente. Jamais plus de 2 ou 3 jours dans un endroit. Autrement dit, on était très difficile à repérer. Exercice à tirer en haute montagne, ski, marche, de nuit, de jour, entraînement véritable. Je dois dire même assez dur. Quelques temps après, c'était en 1943, il y a eu une réunion de différentes compagnies de la région. Et une autre compagnie était dirigée par celui qui est la légende appelée le capitaine Stéphane, qui était un garçon remarquable, sincère, capitaine,
Il m'a appelé, m'a demandé si je voulais passer avec lui, chez lui, avec ma section. J'ai accepté. Et puis, il lui arrive un petit accident, un phlegmon au genou, assez embêtant. Alors on le descend à Uriage, entre le curé, le maire, etc. Il n'y avait pas de problème. Il est soigné là-bas, puis je m'occupe du camp. Et 2 ou 3 jours après, je descends pour prendre de ses nouvelles. Et puis à proximité du château d'Uriage, je tombe comme un imbécile, sans aucune précaution, sur un groupe d'élèves de l'école qui faisaient des patrouilles d'exercice. Je suis resté comme... Voilà, prisonnier évidemment tout de suite, emmené au château. Il y a une grande tour et puis en haut une cellule, j'étais là-haut. Le 5e jour, j'entends une fusillade. Fusillade, ça, je suppose que c'est Stéphane qui fait un coup de main. Je ne m'étais pas trompé, je l'ai su après. Et le lendemain, on vient m'extraire assez brutalement de la cellule. Le chef intérimaire qui était théoriage, qui s'appelait Bénédicte, avait été tué. L'inspecteur-chef s'appelait Berton. Il m'annonce évidemment qu'il y avait eu un coup de main avec 3 prisonniers, malheureusement à mort, et qu'il supposait que c'était pour une demande d'échange de prisonniers. Stéphane propose que nous allions le voir seuls, tous les deux, vous et moi. Il sera seul à un endroit que vous connaissez, sans armes, et pour qu'on discute. C'est quand même un peu osé, un peu dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je connais suffisamment Stéphane, c'est un homme de parole. Hein. S'il dit qu'il sera seul et sans armes, il sera seul et sans armes. Bon, d'accord, on tente le coup. Alors, nous sommes partis avec Berton, en traction, évidemment. Et puis, arrivé près de l'endroit où on m'avait laissé entendre que Stéphane serait, je dis, bon, ben écoutez, étant donné que Stéphane a demandé que j'aille le chercher seul, comment j'y vais? Ben, prenez la voiture. Alors, j'ai pris l'attraction. Il m'a confié l'attraction. Il y avait donc déjà un certain climat, disons, de respect de la parole qui se présentait. Et puis je suis parti voir Stéphane qui me voit arriver tout seul avec l'attraction. Il me dit, ben, et alors? Ben, je dis, l'inspecteur Berton nous attend. Ah bon, non, il n'a pas d'armes, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors j'emmène Stéphane qui me dit, mais en fait, ça fait longtemps que vous pilotez? Je dis, non, ça fait un quart d'heure. Il était, bon, je dis pas qu'il était inquiet, mais enfin il était un peu préoccupé. Et puis on s'est rencontrés avec Berton, ils ont discuté tous les deux, en disant, bon ben, très bien pour l'échange de prisonniers, mais on ne peut pas prendre de décision personnelle. Il faut qu'on en réfère à nos chefs, et ils se sont séparés. Alors je suis rentré à l'inspection de Grenoble, où j'étais pratiquement prisonnier sur parole. Étant donné que j'aurais pu foutre le camp avec l'attraction, hein, et puis que j'étais revenu en risquant ma peau, eh bien évidemment j'étais considéré comme quelqu'un de respectable. Dans l'école d'Uriage, j'ai commencé à manger à leur table, à discuter avec eux. J'étais complètement libre dans ma petite cellule, la porte ouverte, je pouvais aller au jour. Bon, j'étais libre, complètement. Et puis les Américains étaient déjà sur la côte d'Azur, puis ils remontaient la vallée. Donc il y a eu le repli de tous les services vichysois, des provinces, pour aller d'abord du côté de Vichy, et puis après remonter sur l'Allemagne. Et puis j'étais toujours libre. C'est-à-dire je pourrais aller où je voulais, à condition de revenir chez eux, évidemment, dans la journée, le soir. Et puis nous sommes partis en convoi sur l'Allemagne. Donc nous sommes repliés jusqu'à Strasbourg, où j'ai pu, évidemment, je suis rentré en contact avec différents miliciens qui étaient des hommes d'une certaine culture, d'un certain patriotisme, dont je ne partageais pas toutes les idées, mais qui commençaient déjà à me révéler certaines choses dont je n'avais absolument pas conscience. Et puis, arrivé à la frontière, ils m'ont dit, écoutez, voilà, étant donné votre conduite, il y a 2 solutions. Ou vous passez avec nous en Allemagne, ou vous restez en France. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, comme je n'étais pas encore absolument persuadé de tout ce qu'il me racontait, bon,
trouvais bien qu'il y avait des points communs que sur certaines idées de la vie, sur certaines idées de la société. Mais enfin, les Allemands, c'était quand même les Allemands. Rien faire. Hein. Alors, j'ai pensé que un petit voyage en Allemagne pourrait me permettre de ramener des renseignements, puis je me débrouillerais bien pour repasser la frontière. Et j'ai dit oui, je passe avec vous. Je passe en Allemagne avec vous. Au départ, bon, c'était pour le redressement de la France. Nous ne pensions pas que la défaite était définitive. Nous pensions peut-être un jour recombattre l'Allemagne. Bon, ça a assez évolué au cours des mois qui ont suivi. On avait peur des Russes. Hein. Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Peu à peu, étant donné que l'ennemi de nos ennemis devient nos amis, nous sommes devenus peu à peu pour la collaboration. Et puis il y avait aussi le risque d'une guerre civile en France. Et ça commençait. Alors on a dit, plutôt que de tirer sur des gens de la famille, eh bien autant les tirer sur les Popov et que les Allemands s'occupent des nôtres. C'était la manière dont on avait un petit peu analysé le problème. Les trois couleurs s'élèvent dans le ciel de l'île de France pour la première fois depuis 15 mois. Le 25 juillet 1943, Mussolini a été pratiquement éliminé parce qu'il a été arrêté après la visite qu'il avait faite au roi Vittorio Emanuele. Il y a eu un armistice que moi et différents compagnons n'ont pas accepté parce que c'était une honte. Le seul moyen de laver cette honte, c'était de s'enrôler, de faire quelque chose
pour s'enrôler et prendre les armes pour aller combattre contre les Alliés qui avaient envahi l'Italie à l'époque. Nous nous sommes enrôlés après de nombreuses difficultés comme volontaires des French. En juin 1943, j'ai pris un engagement dans la NSKK Luftwaffe, basée à Bruxelles, à Vilvoorde. À cette époque-là, l'aéroport de Bruxelles était souvent bombardé et naturellement, comme on appartenait au groupe de la Luftwaffe, on était requis pour aller boucher les trous des bombes sur l'aéroport. Bon, c'était pas tellement fatigant, disons, mais ce n'était pas l'idéal que je recherchais. Un matin, dans ma petite chambre d'hôtel, j'entends frapper à la porte. Bon, j'ouvre. La porte est poussée violemment. Je dis, mais qu'est-ce qui vous prend? Et je vois deux gars. Alors, c'était le costume tout à fait adéquat à un costume civil. Le manteau de cuir noir, le chapeau de cuir noir. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Mets-toi là, sur le mur, les mains en l'air. C'est moi qui pose des questions ici. Bon, et puis, ils avaient tous les deux un revolver à la main. Qu'est-ce que... Tais-toi. Oh. Et ils commencent à fouiller partout dans la chambre. Ils trouvent un paquet d'argent. Ben, c'est mon argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je dis, ça, c'est mes économies. Tes économies, tu parles. Et hop, enlevé. Il prend quelques affaires, là. Hop, les menottes, et me voilà emmené. Et on commence à m'interroger. Hein? Où tu mettais le courrier? Il dit, quel courrier? Bon, je comprenais rien du tout, moi, absolument rien. Hein, absolument rien. Bon. Et je commence, à attraper. Ah ben, s'il ne faut pas parler, on va te faire parler. Pam, pam, encore 2 bonnes paires de claques, 3 ou 4 paires de claques. Et puis d'un seul coup, je sens une brûlure au bout du doigt. C'était une brûlure de cigarette, une brûlure de cigare. Bon. Je me suis mis à hurler, et puis j'ai dû m'évanouir parce que je me suis retrouvé avec la figure toute pleine d'eau. On m'a ramené dans la cellule, alors là j'étais complètement terrorisé. Hein. Bon. Le lendemain, même séance. Où étaient les armes? Qui était Alex? Rien. Là alors, comment dirais-je, j'étais devenu une véritable loque. Et on me ramène dans ma cellule. Là ça commençait à peu aller, dit encore, j'étais sur le chemin qui mène à la folie. Hein. À la folie. Oh. C'est pas du tout rigolo. Hein. Et le lendemain, 2 jours après, on vient me rechercher. On dit, ça y est, ça là. Bon. Et le gardien m'a dit, n'aie pas peur, Askein Angst, n'aie pas peur. Je dis, tiens, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai vu qu'il ne mettait pas les menottes. Déjà, il ne mettait pas les menottes. Bon. Je reviens au bureau, tranquille, où je revois mon interrogateur, où il dit, bon, et il me dit, c'est une erreur. Vous allez oublier tout ce qui s'est passé ici, sinon vous encourez les peines les plus graves. Bon. Et il m'a fait comment dirais-je, un exposé dithyrambique déjà de l'Allemagne qui combattait, qui versait son sang pour l'Europe et que mon devoir à moi c'était de travailler pour aider l'Allemagne. Bon, moi je dis oui, hein, et que pour ça j'avais qu'à m'engager pour aller travailler en Allemagne. Ah j'ai dit entièrement d'accord, mais merci, vous êtes gentil. Ça l'a fait rigoler alors. Hein, il dit c'est la première fois qu'on me dit ça ici. Alors on dit qu'il est gentil. Tu parles, hein? Oui, bah oui. Au début d'octobre 1943, je dis bien, sont passés des recruteurs de la Waffen-SS. Alors ça, c'était déjà beaucoup plus dans mon intention première. Parce que j'avais déjà lu les faits d'armes de cette unité d'élite dans Signal qui paraissait régulièrement. Et alors, ils sont passés donc à Bruxelles, à Vilvoorde. Et ils sont passés dans la chambre et ceux qui voulaient se faire muter pouvaient le faire. C'est ce que j'ai fait. Quai d'Orsay, c'est là où il y avait le bureau de recrutement, le siège de la NSKK
Légion Spare. J'ai vu des grands uniformes, les Sport-Cross, je me foutais de tout ça, qu'est-ce que c'était que ça? On me dit, bon ben, voilà votre contrat, bon c'est un contrat pour aller travailler en Allemagne, moi je dis, allons-y, travailler en Chine ou n'importe où, vu d'où je sortais, hein, ça sera quand même nettement mieux. Je suis ensuite emmené dans un train à la gare de l'Est et on s'en va tranquillement pour l'Allemagne. À Magdebourg, il y a des gens de la Waffen-SS française qui sont venus nous voir. Puis comme j'en avais marre, que je voulais voir du pays, alors je l'ai dit, je vais dépasser les limites de l'Allemagne. Je suis arrivé à Senheim, à Cernay, qui s'appelait Senheim à l'époque. C'était en Alsace. D'ailleurs, j'ai bien ri parce que, comme j'étais français, je suis toujours d'ailleurs, les Alsaciens n'avaient plus le droit de parler français. Alors entre Mulhouse et Senheim, Cernay, je parlais français avec des Alsaciens. Il y en a un qui me dit, mais monsieur, c'est interdit de parler français. Vous allez m'interdire de parler français, à moi un français? Et où vous allez comme ça, ils me disent? Ben, je dis, je vais à Cernay. Et vous savez ce qu'il y a là-bas? Je dis oui. Il y a les Waffen-SS. Il dit, mais pourquoi vous allez à Cernay? Ben, je dis, pour m'engager dans la Waffen-SS. Alors là, j'avais le silence complet. Hein. Je n'étais pas national-socialiste. C'est difficile à expliquer. Il y a une grande part d'aventure. Une grande part d'aventure. J'aime bien savoir s'il y a d'autre côté du miroir. Puis j'ai connu l'Allemagne, qui était évidemment le contraire absolu de ce qu'on nous avait raconté. Au point de vue société, ben, ils étaient très nettement en avance sur nous. Au point de vue société, au point de vue vie de communautaire, au point de vue installation, au point de vue hygiène, au point de vue maison, à tous les points de vue, on était en retard de 20 ans. Hein? Comme si on n'avait pas bougé depuis la guerre de 14. Alors ça m'a fait réfléchir. J'ai pu assister, librement, comme tout le monde, aux obsèques du maréchal Rommel. Il y avait bien sûr très peu d'Allemands jeunes, ils étaient sur le front. Il y avait pas mal d'étrangers, des travailleurs libres, des prisonniers libres, des jeunes femmes, des gens. Presque pas de police. N'importe qui aurait pu mettre une bombe en revolver. Personne n'était fouillé. Ces Allemands, épouvantables, savaient, puisque je leur ai dit qu'ils l'ont vérifié, que j'étais dans l'armée secrète. Mais ils pouvaient ou me mettre en camp de concentration, ou simplement me fusiller. Et ils me rendent à la milice. Qu'est-ce qui se passe? Alors tout ça, ça vous fait réfléchir, et puis réfléchir, et puis réfléchir. Et Wilflecken, eh bien, on m'a encore posé la question, alors, vous restez ou vous restez pas? Je dis, ben je reste. Puis je suis resté avec eux parce que j'avais trouvé en Allemagne ce que j'avais espéré en France. Voilà. Et nous sommes partis, nous nous sommes retrouvés à l'ASS. Alors là, bon ben, ça a été là, un bouleversement complet. Il y avait trois grands drapeaux. Drapeau français, drapeau à croix gammée et le drapeau noir à rune blanche SS. En bas de la place, il y avait une pièce de canon d'infanterie sur lesquels des officiers allaient prêter serment en notre nom. On nous envoie à Bad Tölz. Alors Bad Tölz, là, c'est changement complet. C'est un véritable monastère. Mais enfin, c'était très bien rangé, propre, en ordre extraordinaire. L'ambiance à l'intérieur, le calme. On faisait, chaque compagnie, chaque groupe allait faire son instruction à part. On avait, enfin, la croûte, juste ce qu'il fallait, sans trop. Et puis, quand on faisait des exercices dehors ou autres, s'il y avait des âneries de fête, eh bien, on avait droit aux exercices supplémentaires, les exercices de nuit ou des machins comme ça. Alors là, ils nous ont pas beaucoup, ils n'ont pas fait tellement de cadeaux. Hein. Toutes les fois qu'il y avait une ânerie de fête, principe, il y en a un qui fait une connerie, tout le monde est responsable. Parce qu'au feu, s'il se passe qu'il y a un type qui se fait voir, eh bien l'artillerie tire sur tout le monde. Et alors l'entraînement consistait à des marches et à des tirs véritables, tirs par-dessus troupe qu'ils appelaient.
En tant que panzergrenadier, comme ça l'indique, notre rôle était d'être enterré la plupart du temps. Et quand des chars arrivaient sur nous, de sortir de notre tanière et de courir derrière si on le pouvait et de sauter sur la ridée à l'arrière pour mettre une témine afin de faire sauter le char. Alors il fallait à ce moment-là, quand on était repéré, que le char revenait sortir vite du trou et s'aligner. C'était le rôle sur les avant-bras de suivre les chenilles de manière à s'extraire de la vue du char. On s'est payé un jour une marche de 156 km avec 1 ou 2 heures de repos quand on arrivait à pouvoir le faire. Ça crapulité dur, toujours les marches des conditions de combat. On s'installe dans un village, allez hop, disposition de combat immédiatement, il y a une attaque aérienne. Boum, et des partisans qui sont ici, allez hop, tout de suite, et le lendemain on repartait. Ça a duré, ça a fait mal. Là, on a souffert ce jour-là, je m'en souviens beaucoup. Un entraînement très très dur, par le froid, la neige, glacier, la glace sur le nez, sur la bouche, à ski, à pied, mais beaucoup à ski, des marches à ski. On se tapait, on avait une boule à 3, hein. On avait à midi une soupe qui était assez claire, hein. Et le soir, on avait le Verpflegung, la boule à 3, ou bien 40 grammes de margarine, ou bien 40 grammes de beurre, et une tranche de saucisse, ou truc. On crevait de faim. Hein. Quand ils avaient voulu faire des prises de sang à la Charlemagne, ils ont dû jeter le sang, parce que tout le monde n'avait pas assez de sang, n'était pas assez fort. Hein. Alors qu'il y avait tas de volontaires, on était tous volontaires pour aller donner le sang, non pas pouvoir donner notre sang, mais parce qu'il y avait un casse-croûte à la clé après, après la prise de sang. La dernière épreuve, c'était ce qu'ils appelaient les 60 heures. C'est-à-dire, pendant 60 heures, vous devez pratiquement, hein, sans dormir, pratiquement sans manger, vous trouvez dans des conditions de combat. C'est-à-dire, vous avancez, vous reculez, on part, on remarche, on se planque, on remonte à l'assaut, on repart. 60 heures durant sans dormir, c'est dur. Hein. Alors la question, c'est tout simplement ce qu'il faut arriver, c'est habituer les gens, quand ils sont crevés, malades, qu'ils n'en peuvent plus, de marcher quand même. C'est un entraînement à la fatigue et à la douleur. L'entraînement, c'est dur, mais on peut pas dire, on a voulu ça. Alors, c'est pas un mauvais souvenir. Et puis, il y avait de la camaraderie quand même, entre nous, quoi. Mais enfin, il y avait quand même des cours que j'ai trouvés assez remarquables parce qu'ils étaient non seulement de formation militaire, extrêmement poussés évidemment, marche de nuit, marche de jour, études des armes, toutes les études militaires qu'on peut faire très très rapidement, malheureusement parce qu'on n'avait pas le temps. Et puis surtout, ce qu'ils appelaient la Weltanschauung. Weltanschauung, ça veut dire strictement conception du monde. Mais d'une manière très large, c'est-à-dire pas politique, pas la conception générale du monde, la nature, l'au-delà, la vie société, la conception du monde. D'abord, étude des lois naturelles. Alors, ce qui fait qu'avec l'étude des lois naturelles, on a une autre vision de ce qu'on appelle la divinité, parce que c'est la nature, et ce qu'on appelle Dieu, ce n'est plus ni moins que la représentation de la nature. Et alors, les lois naturelles, il faut s'y conformer, parce que si on ne se conforme pas aux lois de la nature, un jour, elles se vengent. À tous les cesses, on demandait s'ils étaient Gottgläubig, c'est-à-dire s'ils croyaient en Dieu. Pas s'ils croyaient au pape, non, s'ils croyaient en Dieu. Autant s'ils pensaient qu'il y avait une création inexplicable qui était au-dessus de l'homme, qui était au-dessus de toute la vie. Eh bien, normalement, oui, ils croyaient. Parmi mes camarades qui étaient avec moi à l'école d'officiers,
eh bien ceux qui avaient une formation politique antérieure, il leur a été difficile d'abandonner cette politique, complètement, parce qu'il n'y a pas eu le temps. Nous, ça a duré 1 mois et demi. Normalement, ça durait 2 ans. Alors évidemment, rien que quand vous comparez les temps d'études, eh ben, on ne pouvait pas acquérir totalement, être totalement imprégné de cette Weltanschauung. On ne pouvait en avoir qu'une idée. Tu avais des gars qui venaient de la LVF. La LVF, il y en avait qui... C'était l'anti-bolchevisme, d'autres c'était le christianisme, d'autres c'était la France. Et tu avais des gars qui venaient de la NSKK, qui étaient à peu près d'accord avec ceux de la Sturmbrigade qui avaient reçu une formation. Tu avais des gars qui sont venus de la milice. Mais alors disons que ça représentait quand même des univers politiques qui étaient assez éloignés les uns des autres. Si j'ai pu le faire, c'est justement peut-être parce qu'avant j'avais aucune formation politique. J'étais complètement vierge de toutes ces idées. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas parce que le peu que j'en avais entendu, la foutaise, ça ne tient pas debout leur truc. Alors que là-bas, ce que j'avais entendu, oui, ça m'intéressait. Non seulement ça m'intéressait, mais j'ai eu la véritable sensation que ça faisait partie de mon inconscient. Ceux qui sont passés à Tölz dans l'ensemble, d'une manière ou de l'autre, ont une grande partie de leur manière de vivre, de concevoir la vie qui a changé. Et en plus de ça, une chose tout à fait nouvelle, la notion complète de camaraderie totale. Ça, c'est la force de l'armée allemande. L'esprit de camaraderie. Alors, esprit de camaraderie d'un côté, et puis d'autre part, savoir pourquoi on se battait. Ce que très peu de nos ennemis savaient. On était parti pour se battre contre le bolchevisme, etc. Mais si on faisait la guerre, c'était pas le bolchevisme, que le bolchevisme était qu'un des éléments de nos ennemis. Le libéralisme, c'est aussi un marxisme, la même chose, même principe. D'abord, l'économie prioritaire, tout pour l'économie. L'homme est au service de l'économie. Or, c'est pas ça, c'est l'économie qui doit être au service de l'homme. Alors là aussi, on a bien fait insister sur le problème. Le commandant Kostenbader, qui commandait l'entraînement du côté allemand, nous a réunis, je me rappelle encore, sur les coups de 18 heures, et nous a félicités. Il était en grand uniforme sur une estrade, nous a félicité de notre endurcissement et nous a dit que nous méritions la médaille de cet entraînement et que nous étions une unité digne des meilleures unités de la Waffen-SS. Une chevalerie s'est créée au front. Le front, c'est l'école des hommes. Œuvre d'Europe. Un Français n'est pas de France seul. Un Français est d'Europe. La France doit comprendre que ce nationalisme de restriction, c'est la caricature du nationalisme. Europe dressée contre le communisme pour défendre notre civilisation, notre patrimoine spirituel et nos vieilles cités. Europe unie, parce que ce peuple doit mériter sa place. On était, c'était la 4e ou 5e année de guerre, une division de fauchés. On n'est pas de S, pas de manteau. Certains miliciens avaient reçu des manteaux italiens, provenant de l'armée italienne démobilisée. Pas de casque. Ceux qui avaient un casque, quelques-uns un casque, c'était ceux qui venaient d'Sturmbrigade. Et même pas de gamelle pour manger. Nous sommes arrivés, le 1er régiment, 57, et l'armement lourd devait suivre. Et malheureusement, il n'a pas suivi tout de suite parce qu'il y a eu des bombardements. À l'époque, les bombardements foutaient tout en l'air, bien sûr. Et on aurait dû recevoir des camions de chez Renault. Et ces camions de chez Renault ont été embarqués et ils ont été détruits par un bombardement en gare de triage de verre. Et ils n'ont jamais été renouvelés.
Alors on aurait dû donc monter au front avec des camions. Pour une unité motorisée, c'était quand même assez normal. Eh bien, on a été à pied. On a pris le train, on y a été à pied. On est parti, hein, on est parti à pied. Alors nous, on avait des vélos. Mais le mien de vélo, il était crevé. C'était une telle débine là-bas qu'il est impossible de réparer. Il n'y avait pas de chambre à air, de rechange, il y avait tout. Marchons vers l'ennemi. Chantant le chant du diable, bourgeois, craignez notre vengeance et nos poings formidables. Nous couvrirons de nos chants ardents vos pleurs et vos cris angoissés. Avec nous hurle Satan et nous arrivons volontiers. Et là, nous avons tenu une ligne de front dans le secteur de Sannock pendant une bonne semaine où on a bataillé. Et finalement, on a réussi un encerclement, alors que je ne sais pas si on en avait réussi beaucoup avant, parce que, vu l'avance, mais finalement, la bataille a été gagnée. On a été aidé en cela par 2-3 Stukas qui sont venus nous soutenir. On avait l'artillerie de la Haute-Vaisselle qui tenait. On a relevé des éléments de la Wehrmacht. Et nous étions au bord d'une rivière qui s'appelait la Wisloka. Et les Russes étaient de l'autre côté, comme nous, à 20, 30 ou 50 mètres en retrait. Et toutes les compagnies avaient été disposées tout le long de cette rivière. Là, on avait souvent des avions qui venaient nous mitrailler, ouais, enfin, c'était difficile à tenir, quoi. Puis alors, naturellement, on maintenait, comment dirais-je, l'avant-garde de l'armée rouge, mais c'était que l'avant-garde. Parce que le gros de la troupe suivait derrière, bien entendu. Et naturellement, au bout d'une semaine, l'avant-garde et le gros de l'artillerie étaient arrivés. Et vous savez que, bon, entre les orgues de Staline et les canons de toutes sortes, les soviétiques étaient bien équipés. Étaient supérieurs en nombre aux Allemands, hein, bien entendu. À cette époque-là, c'était certainement à 1 contre 10. Hein. On arrive à Berlin. Et de Berlin, on est pris en camion pour être amené jusqu'au camp de Nicolas C. C'est là où il y avait le grand camp de la NSKK, la fameuse Légion Speer. Et en passant, eh ben pardon, hein. Oh là là, j'en rigole pas tous les soirs à Berlin. Des maisons détruites, ou alors il restait plus que les murs, plus de toit, plus de plancher. Tout était écroulé à l'intérieur. Eh ben je dis, on ne doit pas s'amuser tous les jours à Berlin. C'est pas tous les jours, plutôt c'était toutes les nuits qu'on ne doit pas s'amuser. Parce que dès la tombée de la nuit, on a commencé à entendre les sirènes et puis après les les forteresses volantes, mais incroyable, qu'il y en avait partout, on se demandait où. Et ça bombardait un coin de Berlin. J'ai jamais eu, c'est extraordinaire, une bombe à l'endroit où je me trouvais. Les avions qui arrivent de nouveau, alors c'est pas de souci, on était mitraillés plusieurs fois. On saute dans le fossé, hein, à plat ventre. Sentir le choc. Donc là, j'ai des chimois. J'ai pris un obus d'avion dans la tête. Mais un désespoir quand on meurt. Ah ben maintenant, je vais voir si c'est vrai. Je vais voir si mon âme s'en va à l'étage de mon corps. Puis un moment après, tac, tac, j'entends de nouveau tac, 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 taper partout autour. Mais je ne suis pas encore mort. Si j'entends taper, après ça s'est arrêté. Et puis hop. Des gardiens, voilà, ici. Puis des camarades qui m'ont relevé. J'avais du sang, hein. Et puis ils m'ont mis sur une charrette. Hein. J'arrête l'arrivée un des médecins de la brigade qui est arrivé. Regardez, il m'a fait cracher et tout. Ça. J'ai versé un coup, c'est quand j'ai un trou aussi dans l'os, mais ça n'a pas touché. Le sergent Ferton m'a emmené dans une petite baraque, c'est fait pour les blessés. Déposer les armes et tout. Puis ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, mais je peux marcher encore et tout. C'était des copains, c'était des frères. Et lui, il m'a forcé. Il m'a dit, non, il savait très bien, il va sauver la vie sans lui. On s'est retrouvés le long d'une route. Il y avait un talus qui faisait à peu près 2 mètres de haut.
Derrière, il y avait toute une haie d'arbres, de buissons. Et qu'est-ce qu'on a entendu? Des bruits de chars. Et alors, on était bien placés, le coin était bien. On a vu que les Russes avançaient, il y avait un char, il y avait une quarantaine d'hommes, un deuxième char, une autre quarantaine d'hommes et un troisième char derrière. C'était les chars qui montaient avec leur accompagnement de fantassins. Eh bien, on s'est donné un coup d'œil avec les sous-œufs, on a vu les trucs aller 11 places. Un avec un Panzerfaust devant, un deuxième au milieu et le troisième au bas. Moi, je vais au bout, là où ils arrivent. Alors j'ai dit, ben moi je me mets au milieu et puis on met le troisième là-bas. Alors il dit, quand le char arrive à 20 mètres, on tire. D'un seul coup, une grosse explosion. Je regarde, il y a un char qui arrive à 20 mètres de moi, ce char du milieu. Allez, pouf, j'ajuste, juste sous la tourelle. Bien, plaf, pire dedans. Je dis, merde, j'ai loupé. Puis d'un seul coup, pouf, la tourelle est montée à 10 mètres de haut. Et pouf, tout ça s'est parti en flammes. Alors, pas demander d'autres restes, on est parti tout de suite. On a fait près de 200 mètres, c'est à ce moment-là qu'on a entendu qu'on nous tirait dessus de loin. Alors là, on était à l'abri dans les bois, il n'y avait plus de problème. On a dormi, on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on voit? Des cavaliers qui passent sur le petit chemin. On compte les cavaliers, une sautinière, un régiment de cavalerie qui est passé. On s'est planqué le mieux possible dans le truc. Voilà pas qu'il y a un de ces Cosaques, que sont des Cosaques, qui descend de cheval, qui vient pisser, il pisse sur un type de chez nous. Alors ça a déclenché le tir. Bon, le Cosaque a dû perdre sa peau, nous on a dû avoir de blessés, et les Russes nous ont ramassés alors que rien là. Parce que un fantassin contre un cavalier, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ça a été vite réglé. On est parti vers Varsovie, où ça se bagarrait. On avait été affecté à la division SS Viking. On aidait à leur transport. On n'en faisait pas partie. On avait nos uniformes, on transportait, ce qu'on transportait, et tout. C'est-à-dire des munitions, du ravitaillement, des armes, du matériel, des vivres, de l'habillement, et on ramenait les blessés et les morts. On était là. Si on était venus là, il y avait un, allez, enlevé. Blessés, on laissera au prochain hôpital. Les morts, à tel endroit, il y a un cimetière ou un lieu de regroupement, et en avant. Ils ont dû juger que j'étais très bien là, que je faisais un travail intéressant pour eux. C'est peut-être à cause de ça que je n'ai jamais été appelé, regroupé, comme l'ont été tous ceux qui étaient dans les Français qui étaient dans l'armée allemande, pour former la Charlemagne. Les combats se sont terminés à Varsovie. Et les Russes ont repris la marche avant et nous, marche arrière. Et on s'est réembarqué, on s'est retrouvés à Budapest. Alors Budapest, c'est encore un truc où j'ai rien compris. La ville était assiégée par des troupes ces troupes-là étaient assiégées par d'autres. Enfin, de toute façon, à mon échelon, en ce qui concerne les opérations, c'est très simple. Boulot, 12, 13, 14 heures par jour. Bon, manger, dormir et reboulot. Hein. Le reste, je ne sais pas ce qui se passait, ni on allait, ni ce qu'il fallait, ni ce qui se passait, ni les troupes qui étaient ici, ni les troupes qui allaient là, ni je sais rien du tout. Hein. On repartait, c'est la région de Vesprem, on repartait vers l'Autriche, là, sur toute la largeur des routes, hein, parce qu'il n'y a personne qui allait en sens inverse. C'est assez curieux d'ailleurs de voir des convois où étaient mêlées quantités civiles aussi. Hein. Quand on était transféré dans la région de la Vénétie-Julienne, c'était pour défendre les frontières de l'Italie. Parce qu'on craignait l'invasion bolchevique de Tito. On a été à Tarnów, c'est un petit village qui est au-dessus de Gorizia, mais qui est un point stratégique pour descendre sur Gorizia et de Gorizia à Trieste. Donc c'était un point stratégique qu'il fallait tenir à tout coup, quoi. Le bataillon Fulmine s'est trouvé un jour encerclé complètement par environ, on dit, 1500-2000 partisans de Tito, du non-corps, du 9e corps de Tito, yougoslave de Tito. Le 19
janvier, ils ont déclenché une attaque après avoir encerclé ce village qui était fortifié. Façon de parler, parce que c'est des fortifications constituées de blocs de roches et de poutrelles en bois comme ça, pas très solides. Pendant cette bataille qui a duré un peu plus de 3 jours et 3 nuits, sur 214 hommes, on a eu 86 morts, plus des blessés, etc. Plus de munitions, plus de vie pour manger des betteraves, enfin manger ce qu'on trouvait. C'était assez lamentable, des pieds gelés. Et on se trouve à proximité d'une ferme, abandonnée bien sûr. Et Bassompierre me dit, écoutez, il faut qu'on s'arrête là parce que nous sommes épuisés, on ne peut plus continuer comme ça, on s'arrête. On s'est arrêté dans la ferme, on a trouvé quelques petites nourritures, de la mélasse, des trucs comme ça. Enfin bon, on a pu se restaurer un petit peu, dormir, écrasé de fatigue. Et puis le lendemain matin, je sors de bonne heure pour essayer d'aller pisser. Et puis je vois des cavaliers qui s'amènent tranquillement sur la ferme. Bon, je rentre en disant à Bassompierre, je le réveille, je lui dis, Bassompierre, je crois bien que nous sommes cernés. On résiste, mon petit, on résiste. Ouais. Réaction de quelqu'un qui se réveille. Et je dis, oui, avec quoi? On n'a plus rien. J'avais encore un P38 avec un chargeur. Lui, il avait le sien, on n'avait plus rien. Alors il me dit, prenez un drapeau, un drap blanc, puis sortez. Tout brûlait. Les immeubles étaient en feu, la colline brûlait, les vignes brûlaient, tout brûlait, ça lâchait des bouleversements partout. Et tous des tas de cadavres. Il y avait une femme qui avait son gosse à côté d'elle encore. Et des civils morts. Là, j'ai compris, j'ai dit que la guerre est perdue. Et voir tout détruit d'un seul coup. Partout, il y avait des civils écrasés, tués, des chevaux, des chariots, des soldats allemands, des soldats russes aussi. Et un endroit, ça c'était... Pourtant, je commençais à être rodé, mais là c'était vraiment effrayant. Je suis certain qu'un groupe de chars, ils ont écrasé et poursuivi jusque dans les champs d'à côté des groupes de civils avec les chariots. Les chariots étaient foutus, les gens étaient passés sous les chars, les chevaux étaient écrasés, je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu là. C'était déchiqueté partout. Il y avait les avions russes, et ils mitraillent et bombardent tout ça. Quand évidemment ça a commencé à claquer, j'ai sauté, je suis parti en dehors de la route. Mon camion, il a flambé, je ne sais pas si c'est avec des balles ou si c'est une bombe. Bon, moi je dis, qu'est-ce que je fais? Je ne remonte plus là-dedans, je vais me faire descendre. Je vais aller me planquer dans un coin, je me mets en civil, parce que en uniforme, pas de prisonnier. Je le savais déjà, je l'avais vu déjà, mais je l'ai vu après. Il n'y avait pas de prisonnier. Il est tout. Bon. Et je m'en vais dans un petit village en dehors de la route, un petit village viticole. Il y avait du vin par là. Dans ce coin-là, il y a du vin. Bon. Et je rentre dans une maison abandonnée. C'était une cave de paysans où j'ai retrouvé des vêtements civils. J'ai tout planqué sous mes affaires sous un fut. Bon. Et j'ai dit, on va attendre. De toute façon, on va attendre les Russes. On va voir ce qui se passe. Je continue plus devant parce que je vais me faire descendre. Le petit village a été envahi par des Russes, avec pas mal de Mongols. Toutes les maisons ont été fracassées. Une quantité de choses ont été brisées. Ils ont picolé quand ils ont pu. Ils ont violé toutes les femmes de 7 à 77 ans. Ça hurlait de tous les côtés. Les hommes qui voulaient les défendre ont été descendus. Voilà, la première libération russe dans ce petit village.
lieutenant Valbouze, avait dit « Je ne tomberai jamais prisonnier des Yougoslaves, plutôt je me tire une balle dans la peau. » Chose qu'il a fait. Et une partie du bataillon s'est rendue aux Anglo-Américains. Et nous, comme volontaires de France, chacun a essayé de rejoindre son domicile. La plupart n'habitaient pas en Italie. On était un groupe de 3. On est passé à travers les gouttes et moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. D'autres, au contraire, ont été faits prisonniers, été faits des camps de concentration. Et d'autres ont été malheureusement exécutés sur place. Vous aviez des troupes qui étaient plus ou moins dans l'ébriété. Alors ça, c'était mauvais. Et c'était mauvais parce que, à un moment donné, dans la colonne, je marchais, puis j'avais un besoin urgent à assouvir. Je suis resté un peu en retrait et un soviétique a sauté du camion ou du tracteur où il était, il est venu vers moi, alors que je me remettais en place, et il m'a fait signe qu'il voulait mes chaussures. À ce moment-là, je me suis mis là pour délasser la chaussure, et lui, pistolet, il avait dégainé parce qu'ils avaient un pistolet comme un peu les cow-boys avec un truc en cuir, tu vois. Je ne sais pas s'ils avaient vu des films de cow-boys chez eux, peut-être. Et il m'avait déjà mis le canon sur la nuque. Hein. Alors il attendait peut-être que la deuxième soit débranchée, parce que... Et à ce moment-là, au-dessus de moi, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Et j'ai vu le revolver qui se retirait, je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu une dispute entre le garde, qui a vu que j'étais pris comme ça, qui est venu baïonnette au canon. Il a braqué le soldat soviétique, bon, il a dû lui dire « laisse-le », il m'a tapé sur l'épaule pour me dire « rejoins le groupe ». Ce jour-là, je crois sincèrement que je devais y rester. On ne sait pas si on en reviendra. Hein. Quand on se trouve dans un état de physique déjà, bon, parce que quand vous voyez que vous pesez 70 kilos, 75 kilos, même à l'étranger j'étais costaud, puis qu'on se retrouve à 45, 50 kilos, il y a les os, hein, et la faim, et puis le froid. Moins 40, il faut le tenir, hein, quand vous mettez le nez dehors. Et tous les jours, il en mourait 4 ou 5 qu'on sortait. Et ainsi de suite, ça nous laissait de la place. Nous étions partis serrés comme des anchois, et nous sommes arrivés presque, on pouvait se coucher du côté de Moscou comme ça. Il y avait quand même 19 millions de morts, c'était énorme, beaucoup de cadres, beaucoup de techniciens, donc ils en manquaient cruellement, et ils cherchaient par tous les moyens à les attirer, à les garder chez eux comme travailleurs. Le directeur véritable du camp était le commissaire politique, et qui, lui, utilisait tous les moyens de leur propagande pour séduire des personnes valables. Alors comme j'étais ingénieur arts et métiers, il m'a dit, ici, avec vos connaissances, vous pourriez devenir directeur d'usine, vous auriez une voiture, nos femmes sont très belles et vous pourriez fonder une famille, vous seriez... Alors que si vous rentrez en France, ça se passe pas tellement bien pour vous, parce que je ne veux pas dire que vous ayez trahi, mais enfin vous avez combattu avec l'ennemi, et là-bas c'est très grave, c'est jugé très gravement, et vous avez tout intérêt à rester chez nous. Il y avait un officier qui était assis face à une fenêtre qui tournait le dos, qui me dit, dites donc Bertha, vous êtes officier, vous devez avoir des renseignements sur l'armée rouge. Je lui dis oui, quelques-uns quand même. Il dit oui, en plus de ceux qu'on m'a donnés, ceux que j'ai observés. Alors il me dit, est-ce que vous pourriez me faire un rapport sur tel et tel sujet? Je lui dis pourquoi pas. Mais attention, ce rapport n'ira pas en France. Il me dit pourquoi? Il dit, vous vous rendez compte, c'est Torres qui est ministre de la Défense nationale. Vous vous rendez compte des emmerdements que vous risquez d'avoir? Alors il me dit non, on va le passer aux Anglais à côté.
Le 31 octobre 1945, je suis passé au tribunal militaire. J'étais assis à côté d'un gendarme et le président du tribunal militaire, c'était un colonel dont l'uniforme sentait encore la naphtaline. Alors j'ai pas pu me retenir. À ce moment-là, en 1945, j'avais 22 ans. Je lui ai dit, vous avez sorti votre costume de la naphtaline, mon colonel? Le gendarme qui était à côté de moi me dit, ferme ta gueule, petit con, ils vont se soigner. Au lieu d'attraper 4 ans, j'en ai attrapé 15. Et en cours de justice, j'ai attrapé 10 ans d'indignité nationale pour avoir dit ce que je pensais à l'époque. Je n'avais pas encore réfléchi. Je suis aussi violemment anticommuniste qu'anti-nazi. Je n'avais pas encore compris. À dire ça en cours de justice, clac, où le jury, la majorité du jury était communiste. Le procureur, ou le Staatsanwalt, a fait un réquisitoire qui ne me concernait pas, pratiquement, hein, qui a dit oui, hein, vous voyez devant vous, hein, ça commence par l'avant-garde, mais ça finit sous le casque SS. Et vous voyez devant les SS qui ont fait ceci et cela. Puis de toute façon, si vous pensez à cause de son jeune âge, mais pensez, il a le germe fasciste en lui. Hein. Donc, il était à éliminer pour l'avenir. Enfin, bon, et puis j'ai été condamné à mort. Ils étaient 8 dans la cellule des condamnés à mort, avec les chaînes aux pieds et aux mains. Le premier que j'ai vu fusiller un gestapiste qui pourtant, je ne sais pas pourquoi, était persuadé d'être gracié. Il avait écrit sur le mur « Prébeau se vengera hein ». Et le matin, la porte qui s'ouvre, qui grince, 4-5 types qui arrivent en sombre, qui le secouent, il dormait. Et je le vois toujours, ce ancien, j'ai vu ses yeux. Les yeux sont mis à papilloter. Il leur a dit Prébeau, votre pourvoi en grâce a été rejeté, ayez du courage. C'est pas possible. Et ils l'ont soulevé et ils l'ont emmené. Je l'ai entendu dans le couloir, j'ai entendu qu'il pleurait quand ils l'ont emmené. Surtout ceux qui sont rentrés précipitamment en France pour rejoindre leur famille, ils ont mal fait parce qu'ils n'ont pas tenu compte des réactions auxquelles ils auraient dû faire face chez eux. Parce que quand ils sont rentrés en France, on leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Vous êtes combattu contre la France? » Et bon, on est venu pour travailler. Et non, ils ont été obligés de signer leur engagement à la Légion étrangère. Et ils se sont fait l'Indochine et l'Algérie. Je suis appelé à la préfecture, là, où je tombe sur un vrai résistant. Le gars il était parachuté 2 fois de Londres, enfin, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Ben, il me dit, pour vous racheter, il faut vous engager dans l'armée française. Ah ben, je dis ça, mon destin, c'est d'être volontaire. Ah ben, je dis, ou la tôle, ou l'armée française. Je dis, allons dans l'armée française. Bon. Avec, évidemment, bon pour l'Indochine. Disons que la Légion étrangère, à ce moment-là, elle était importante. Il y avait 45 000 hommes. Hein. Maintenant, il y a peut-être 3 bataillons, en tout cas, c'est un régiment, un peu plus d'un régiment. Mais il y avait 46 000. Il y avait tous les Allemands, les reclus, comme nous, de la Waffen ou d'ailleurs, des divisions d'élite qui étaient dans la Légion étrangère. Et c'est pour ça que quand il y avait des coups là-bas, c'était eux qui prenaient. Parce qu'ils comptaient sur eux. La Légion, c'est une grande famille. Et la Waffen-SS, c'était une grande famille. Quand on s'engage quelque part, on doit accomplir ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que j'ai cherché ma voie pendant longtemps. Mais je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu.
On a estimé pour beaucoup que nous n'avions pas intérêt à dire à nos enfants qui nous étions pour leur sécurité et leur avenir à eux. Ben, que les enfants, ça s'est su parce que je leur ai annoncé. Je leur ai dit, tu sais, bon, je suis parti, je me suis engagé volontaire à l'époque. Bon, comme je les ai pris en bas âge, ça s'est fait automatiquement. Puis maintenant, bon, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il n'y a que moi qui en parle. Alors quand j'en parle moi, ils me disent « Arrête, hein. » Vous avez compris? Arrête, hein. On le sait. Voilà. Ça se passe comme ça dans les familles. Ça ne peut pas toujours revenir sur le passé. J'ai très bien pu comprendre l'incompréhension des Français, parce que moi-même, avant, je n'avais pas compris. Pour comprendre, il faut aller voir. Ça m'a donné la chance de connaître l'autre monde. Donc c'était un coup de chance, totalement involontaire. Voilà, tout ce que je peux dire.